On s'attend toujours à une certaine précision binaire, comme en ingénierie en fait. Ouais, on aime bien quand c'est clair et net. C'est ça. Il suffit de regarder la radiographie d'un bras cassé, de voir cette ligne blanche bien dentelée sur le film, et bah le verdict tombe. C'est cassé. C'est localisé. Et pour l'esprit humain, c'est extrêmement rassurant de pouvoir pointer le problème du doigt. Totalement rassurant. Mais cette radiographie ne montre qu'une fraction infime de la réalité, non? Absolument. Dès l'instant où cet os se brise, ou qu'un traumatisme majeur frappe le corps, la notion même de problème localisé vole en éclats. Ah ouais, c'est fini. La véritable crise ne se trouve pas sur la radio. Pas du tout. Derrière cette simple fracture, il y a un paysage clinique qui devient incroyablement complexe. Être direct dans les eaux boueuses de la réponse systémique et cellulaire. C'est pas juste un petit gonflement autour de l'os. Non, c'est une guerre biologique totale. Une espèce de symphonie chaotique de survie où chaque organe, chaque cellule doit soudainement modifier son comportement. Et le paradoxe fou de cette guerre, c'est que les mécanismes que le corps déploie pour se sauver sont souvent ceux qui risquent de l'autodétruire. L'inflammation, c'est vraiment une arme à double tranchant. Et c'est exactement ça. C'est un équilibre hyper précaire. Bon, décortiquons un peu tout ça. Notre analyse d'aujourd'hui s'appuie sur des documents médicaux très pointus sur le métabolisme et l'immunité en soins intensifs. Des documents passionnants d'ailleurs. Oui, qui nous offrent une vraie cartographie de cette guerre invisible. Et avant même de plonger à l'échelle d'une cellule, il faut regarder le nerf de la guerre, l'énergie. Le carburant du corps, ouais. Lors d'un stress sévère, la toute première ligne de défense du corps consiste à développer une résistance massive à l'insuline. Alors qu'en temps normal, l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, c'est vraiment l'hormone de l'abondance. De la construction, quoi. Voilà, elle orchestre un état anabolique. Son travail, c'est d'ouvrir les portes des cellules du foie et des muscles pour qu'elles absorbent le glucose et le stockent. Mais face à un traumatisme majeur, le corps a plus le luxe de stocker. On est d'accord, hein? Plus du tout. Les signaux d'alarme modifient littéralement la structure physique des récepteurs de l'insuline. Les portes se ferment. Le glucose ne peut plus entrer. C'est comme si le corps bloquait soudainement toutes les routes d'approvisionnement civil. C'est une très bonne image. Le message est clair, genre « Désolé les muscles, désolé le foie, on ferme les vannes, on réquisitionne tout le sucre pour l'envoyer au front militaire. » Donc au système immunitaire et au cerveau. Exactement. L'intention est bonne, mais la source explique que ce carburant s'accumule massivement dans le sang et ça crée des embouteillages toxiques. Et le comble, c'est que cette accumulation de sucre empêche même les ambulances de circuler. Ah ouais, le texte souligne que cette hyperglycémie aiguë altère la phagocytose, donc la capacité des globules blancs à manger les débris, et diminue leur capacité physique à se déplacer. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impasse clinique que cela a longtemps représenté. Cette accumulation de sucre déclenche l'activation d'un complexe appelé NF-κB. Un genre d'interrupteur principal pour produire encore plus de signaux inflammatoires. C'est ça. Du coup, en soins intensifs, la médecine s'est dite « ce sucre est toxique, il faut l'éliminer ». On a donc administré de l'insuline pour forcer le taux de sucre à baisser. Mais les études mentionnées dans nos sources montrent que ce contrôle strict n'a finalement apporté aucun bénéfice global sur la survie. Pire encore, imposer nos propres règles s'avère extrêmement dangereux, à cause des risques d'hypoglycémie mortelle. Le corps veut cette résistance pour une raison, même si ça semble délétère. Précisément. La médecine moderne admet aujourd'hui qu'elle ne sait toujours pas quelle est la plage de glycémie idéale pour un patient en état de choc. Et puisque ces embouteillages rendent l'environnement toxique, comment ça se passe à l'intérieur d'une usine cellulaire individuelle? La pression doit être insoutenable. Oh, elle l'est. Et c'est là qu'entre en jeu les ROS pour espèces réactives de l'oxygène. En lisant ça, on imagine tout de suite un truc hyper toxique. Et c'est le cas. Ce sont des radicaux libres générés par les mitochondries. Ils cherchent désespérément à arracher des électrons à tout ce qu'ils touchent. Des véritables boules de démolition à l'échelle moléculaire. Ils oxydent les membranes, déchirent les protéines, détruisent l'ADN. Physiologiquement, c'est exactement ça. Mais attends, il y a une contradiction flagrante dans le texte. L'oxygène réactif est décrit comme une force destructrice. Mais plus loin, on dit que ces ROS sont indispensables pour assembler l'inflammasome. Notamment le complexe NLRP3, oui. Mais c'est l'alarme centrale de l'immunité. C'est littéralement jouer avec le feu pour allumer un détecteur de fumée. Pourquoi utiliser une arme de destruction pour envoyer un texto interne? C'est là que toute la beauté et le risque du design évolutif. La cellule n'utilise pas un messager chimique classique. Elle utilise un signal de stress physique direct. D'accord, donc en temps normal, des antioxydants contrôlent ce feu. Voilà. Mais lors d'un traumatisme, les ROS augmentent et vont physiquement oxyder certaines protéines de l'alarme.
Cette oxydation change leur forme pour qu'elles s'emboîtent parfaitement. Comme un puzzle qui ne s'assemble que si les pièces sont légèrement brûlées. Exactement. Si l'alarme n'est pas déclenchée, la cellule reste aveugle au danger. Mais si le feu n'est pas contrôlé, il consume la cellule. Et ce feu perturbe tout, notamment dans le réticulum endoplasmique, le centre d'origami moléculaire de la cellule. Là où les protéines sont repliées, ouais. Sous la pression, l'origami échoue. Les protéines sortent mal pliées. Ça déclenche la réponse UPR, une sirène hurlante au noyau de stopper toute production. Et ces dommages provoquent la sécrétion d'une hormone, le FGF21. Un indicateur redoutable, non? Très redoutable. Chez les patients en soins intensifs, on observe des taux jusqu'à 8 fois supérieurs à la normale. Et si ça redescend pas, la corrélation avec la mortalité est directe. J'ai dû relire 2 fois la partie sur comment la cellule tente de nettoyer ce désordre. Elle déploie l'autophagie. Conceptuellement, c'est du cannibalisme de survie, quoi. C'est un mécanisme de préservation absolue. Elle construit une nouvelle membrane, le phagophore, engloutit ses propres mitochondries endommagées, s'enferme dans un sac et dissout tout avec de l'acide pour recycler l'énergie. Et dans le contexte d'un traumatisme grave, c'est un bouclier. En digérant ces mitochondries, elle coupe le robinet des ROS et détruit les composants de l'inflammasome. Ça évite que l'alarme sonne perpétuellement. Voilà. Des modèles animaux ont prouvé que si on bloque l'autophagie, l'inflammation explose et l'organisme succombe. Mais parfois, même ce cannibalisme protecteur suffit pas. L'usine cellulaire est en ruine et doit mourir. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que la biologie a prévu plusieurs façons de mourir. Et le choix de la méthode dicte entièrement le destin du reste du corps. Il y a l'apoptose, la nécroptose et la pyroptose. L'apoptose, on peut l'imaginer comme un démantèlement silencieux. Les travailleurs utilisent des caspases pour découper proprement l'ADN, ferment à clé et personne s'en rend compte. C'est programmé, ça demande de l'énergie et c'est immunologiquement silencieux. Pas de panique à l'extérieur. Le problème, c'est que lors d'un stress massif, la cellule n'a pas le temps pour ce démantèlement poli. Et c'est là qu'on bascule vers la nécroptose ou la pyroptose. Pour reprendre l'image de l'usine, c'est comme si les travailleurs faisaient sauter les murs à la dynamite en hurlant au feu. Toute la marchandise toxique se déverse dans les rues. C'est tout à fait ça, mais avec une précision effrayante. La pyroptose utilise la caspase 1, qui agit comme une perforatrice moléculaire. Elle perce des trous béants dans la membrane. L'eau s'engouffre, la cellule gonfle et explose. Et les conséquences cliniques sont dramatiques. La cellule libère des DMP, des motifs moléculaires associés aux dégâts. Des molécules comme la protéine HMGB1, qui est normalement bien rangée dans le noyau pour stabiliser l'ADN. Si l'on relie cela à une perspective plus large, la présence de HMGB1 dans le sang est vue par le système immunitaire comme une déclaration de guerre. Les globules blancs croient une infection massive et déclenchent une inflammation systémique ravageuse, le fameux syndrome de réponse inflammatoire systémique. C'est pour ça qu'une étude sur 60 patients traumatisés a montré que ceux dont les cellules mouraient par pyroptose avaient un risque décuplé de septicémie fatale. Et côté recherche fondamentale, on a retiré à des souris le gène RIPK3, le déclencheur de la nécroptose. Et elles survivaient beaucoup mieux, parce que leurs cellules paniquaient plus en mourant. Cette panique prend une forme très concrète. Les tissus voisins produisent des cytokines, les messagers de ce chaos qui voyage dans le sang. Des mots chimiques en quelque sorte. La source parle du TNF-alpha qui provoque la fonte musculaire rapide. Ensuite, l'IL-6, le grand prédicteur d'une défaillance des organes. Et heureusement, la biologie a prévu un frein, l'IL-10, une cytokine anti-inflammatoire qui bloque les gènes de l'inflammation. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On a l'habitude de diaboliser l'inflammation, mais le TNF-alpha et l'IL-6 cherchent simplement à nous sauver la vie à la base, non? C'est une question fondamentale. Sans cette tempête initiale, une simple coupure passerait inaperçue et l'organisme mourrait d'une surinfection. Le problème, c'est l'incapacité du corps à éteindre l'alarme. La boucle s'emballe. Exact. Mais la puissance de cette alarme dépend d'éléments qu'on peut manipuler, comme les acides gras qui composent les murs de nos cellules. Ah, la partie sur la nutrition, c'est incroyable ça. Quand une cellule subit un stress, elle produit des messagers appelés écosanoïdes en cisaillant des morceaux de sa propre membrane. Et c'est là que l'alimentation entre en jeu de manière mécanique. Si on mange beaucoup d'oméga 3, genre huile de soja, la membrane produit des prostaglandines hyper pro-inflammatoires. C'est une étincelle sur un baril de poudre. Mais ça s'inverse avec les oméga 3. Avec de l'huile de poisson, le même coup de ciseau produit des résolvines. Des molécules qui, littéralement, résolvent l'inflammation. La flexibilité de la queue lipidique de l'oméga 3 transforme un signal d'incendie en un signal d'apaisement. L'application clinique est bluffante.
En donnant des oméga-3 à des patients avant une chirurgie, ils ont eu beaucoup moins besoin de ventilation mécanique en réanimation. L'alimentation, c'est vraiment un outil chirurgical de modulation immunitaire. Et cette interconnexion réserve d'autres surprises, avec des molécules qu'on pensait confinées au cerveau comme la sérotonine. Ah oui, l'hormone du bonheur. Pour la plupart des gens, c'est ça. Mais le document révèle que l'immense majorité de la sérotonine circule dans le sang, stockée dans nos plaquettes sanguines. Lors d'une blessure, les plaquettes coagulent et libèrent cette sérotonine qui agit comme un aimant chimique. Elle attire frénétiquement les neutrophiles, les soldats de l'immunité, direct sur la lésion. Des souris sans cette sérotonine sont incapables de diriger leur défense. Le système nerveux, la coagulation et l'immunité utilisent les mêmes mots pour se coordonner. C'est fascinant. D'accord, donc on a des cellules qui explosent, des membranes cisaillées, des cytokines dans le sang. Mais quand cette cytokine IL-6 arrive devant une cellule saine, à l'autre bout du corps, comment elle modifie l'ADN? La réponse, c'est le centre de commandement génétique, la voie JAK-STAT. La voie express pour faire passer le message jusqu'au noyau. Ça ressemble à une course de relais à une vitesse vertigineuse. C'est exactement ça. La cytokine frappe à la porte de la cellule. Le récepteur est attaché à un garde à l'intérieur, l'enzyme JAK. JAK s'active et transmet le message au coursier, la protéine STAT. Et STAT court directement dans le bureau du patron, le noyau, pour réécrire les ordres de l'usine génétique. En quelques minutes. Et la cellule fabrique des freins d'urgence, les protéines SOX, pour entraver la course de STAT. Cette vitesse court-circuite les voies lentes. Mais cela soulève une question importante. Que se passe-t-il quand le système déraille et que STAT tourne en boucle? C'est là que la médecine moderne intervient, avec les JAK-inhibs, des inhibiteurs spécifiques de la protéine JAK. L'approche est brillante. Au lieu d'éponger toutes les cytokines dans le sang, les JAK-inhibs s'infiltrent et bloquent physiquement l'enzyme JAK. Ils bâillonnent le garde à la porte, quoi. C'est ça. Les cytokines hurlent à l'extérieur, mais le message de panique n'est plus transmis. Ça coupe l'incendie à la source. C'est vertigineux de contempler l'ampleur de ce balai microscopique. On a vu le foie affamer le corps pour nourrir l'immunité, le cannibalisme de l'autophagie, les explosions kamikazes et cette course de relais génétique. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le stress physiologique, c'est pas abstrait. C'est une guerre mécanique mesurable. Une vraie leçon d'humilité face à notre propre machinerie. Et ça ouvre une porte fascinante. Puisqu'on commence à cartographier exactement comment chaque cellule crie à l'aide ou explose, on peut se demander s'il sera un jour possible de préprogrammer le système immunitaire. Attends, vraiment préprogrammé? Oui. Imaginons un astronaute ou un soldat. Pourrions-nous littéralement éteindre par avance leurs interrupteurs de panique cellulaire? Ah ouais. Placer leur corps dans un état de résilience artificielle, où ils répareraient les dégâts silencieusement, sans s'autodétruire? Exactement. Éviter cet incendie systémique avant même qu'il ne commence. Éteindre le feu avant qu'il ne ravage le quartier. Cette perspective de pirater notre propre symphonie de survie, ça laisse sans voix. Une chose est sûre, derrière chaque os cassé, une ingénierie d'une sophistication inimaginable travaille sans relâche. C'est tout pour cette plongée au cœur de notre biologie. Continuez à questionner les mécanismes invisibles qui façonnent notre monde. À très vite.